suis ravi de vous retrouver pour ce troisième live en direct de la clinique Clémenceau. Je me présente, je suis le docteur Patrick Février, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Je travaille à la clinique Clémenceau depuis son ouverture, c'est-à-dire il y a maintenant 8 ans. Je rappelle que la clinique Clémenceau est la seule clinique de chirurgie et de médecine esthétique au nord de Paris. Avant de commencer le sujet de ce soir, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021, de santé, de bonheur et surtout de liberté, de récupérer une vie enfin sans masque. Nous allons parler ce soir des cheveux, donc je vais vous donner quelques petites explications sans être totalement exhaustif, puisque je pense que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Sachez que nous avons entre 80 000 et 150 000 cheveux. Cela représente environ 200 cheveux par centimètre carré, avec une pousse de cheveux qui s'effectue à peu près 1 cm par mois. Une perte de cheveux qui se fait entre 50 et 80 à 100 cheveux par jour, donc rien d'exceptionnel. Voilà, la première méthode d'implantation de cuir chevelu a été décrite en 1939, donc évidemment c'est pas tout neuf, par un médecin japonais du nom de Okuda. Nous allons donc évoquer ce soir les divers procédés qui peuvent intéresser les hommes comme les femmes. Il y a à peu près entre 9 et 10% des hommes qui souhaitent une intervention sur le cuir chevelu. Cela représentait en 2014 environ 34-35 000 interventions d'implantation de cuir chevelu en Europe. Nous allons passer en revue les méthodes classiques de cheveux, de nettoyage, de shampoing, de nutrition. Aujourd'hui, la chute de cheveux touche pratiquement un jeune homme sur 3 avant 30 ans. Et la plupart des consultations faites, soit par les hommes surtout, mais aussi par les femmes, représentent une grande partie de notre activité à la clinique du Clémenceau. Nous allons évoquer, dans la première des choses, l'alopécie qui est d'origine androgénétique, c'est-à-dire, comme vous pouvez le constater de visu, j'ai les mêmes cheveux que mon papa et que mon grand-papa, c'est tout, je ne peux pas y faire quoi que ce soit. Donc la perte de cheveux est liée dans un premier temps à la génétique. C'est quelque chose pour lequel on ne peut pas remédier, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui viennent à 23, 24, 25 ans avec une chute de cheveux et un dégarnissement qui est relativement important. Il est donc important dans le processus de gérer les implants de cuir chevelu, puisque ce soir, le sujet, ce sera ça. Il y a donc 2 méthodes classiques qui sont connues a priori de pas mal de gens, soit la méthode dite FUT, soit la méthode dite FUE. Le principe est toujours le même. L'idée est de prendre les cheveux qui restent sur la couronne, puisque ces cheveux-là ne tomberont jamais. C'est lié à un processus de récepteurs hormonaux qui fait que votre cerveau se dit « ces cheveux-là vont jamais tomber ». Donc le principe est relativement simple, il fallait y penser. Prendre les cheveux qui sont sur la couronne et les réimplanter là où les gens le souhaitent. Donc 2 méthodes, soit la méthode dite FUT que l'on appelle la bandelette, c'est-à-dire qu'il y a une petite cicatrice qui nous fait prélever une bande en général d'1 cm, 1 cm et demi. Une fois que cette bandelette est prélevée, on suture les 2 plans, plan à plan, donc il y a une petite cicatrice mais qui n'est pas visible. On peut donc faire ce type de prélèvement sur des cheveux longs. Une fois que cette bandelette est prélevée, on vient couper greffon par greffon pour les réimplanter là où on aura décidé avec le patient des zones qui sont en général soit les golfes frontaux temporaux, soit assez souvent d'ailleurs l'occiput, bien que les cheveux soient toujours présents sur les golfes frontaux. Donc FUT, bandelette, petite cicatrice, on coupe cheveux, on réimplante devant. La méthode est connue depuis des années, puisque avant on faisait des greffons qui mesuraient entre 3, 4, 5 mm. Aujourd'hui, la technique a évolué. Profitez-en si vous le souhaitez pour poser vos questions. Mais FUT, FUE, le principe reste le même. Rasage de la zone de prélèvement. On prélève les greffons, alors soit avec un outil, soit avec un bistouri, soit avec un ordinateur, enfin soit avec un robot. Le principe étant le même, c'est le cheveu, le greffon, on en parlera tout à l'heure, je pense que vous aurez des questions à poser là-dessus, le greffon qui est réimplanté devant. Donc c'est une technique qui est un petit peu plus longue,
qui nécessite un rasage, donc qui socialement peut entraîner un peu plus de contraintes que la FUT, ça c'est évident. Mais l'avantage, c'est que si, par malheur ou par bonheur ou par nécessité, vous devez vous raser la tête, il n'y a aucune cicatrice visible. Donc c'est relativement simple, FUT, FUE. J'y associerai quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup, parce que le FUT, FUE, c'est relativement bien connu des gens qui viennent nous voir en consultation. C'est le PRP. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le PRP. PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes. Donc, le principe, c'est d'y associer le PRP soit avant, soit pendant, soit même plutôt après les implantations de cuir chevelu. L'idée, c'est de faire une prise de sang qui se fait ici à la clinique sous anesthésie locale. On prélève du sang, qu'on centrifuge et on réinjecte les plaquettes qui sont des facteurs de croissance, ce qui permettent non pas de faire repousser bien évidemment les cheveux, mais qui permettent d'augmenter la densification et surtout d'empêcher l'alopécie relativement fréquente chez la femme qui est d'origine psychogène, c'est-à-dire que souvent le corps somatise et donc fait chuter les cheveux chez la femme. Donc FUT, FUE, deux méthodes, on y associe ou pas le PRP qui est une technique totalement indolore puisque ça ne pose pas de souci particulier. Donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, j'ai essayé de ne pas être exhaustif. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Petite chose à signaler, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, tout se fait ici à la clinique Clémenceau avec une équipe qui est dédiée, 2 médecins classiquement, 2 infirmières qui ont l'habitude depuis 8 ans maintenant qu'on a ouvert cet établissement. Tout se fait sous anesthésie locale. Vous arrivez le matin, vous descendez au bloc opératoire en tenue de bloc, on fait la petite anesthésie locale pour le prélèvement, on fait la petite anesthésie locale pour la réimplantation. Les chirurgiens en général, que ce soit FUE ou FUT, font le prélèvement. En ce qui concerne le FUT, les infirmières aidées d'un ou deux chirurgiens, puisqu'il y en a un qui suture pendant que l'autre fait le prélèvement, pendant que l'autre coupe. Il y a des petits greffons qui sont faits donc, par les infirmières qui ont l'habitude depuis maintenant 7 à 8 ans. Et on réimplante une fois que cela est fait. Donc, grosso modo, retenez que pour un FUT sous anesthésie locale, j'insiste lourdement, donc totalement indolore, 4 à 5 heures en fonction de la zone des greffons. Pour la FUT, c'est toujours un petit peu plus long sur la FUE parce qu'on prend en général un peu plus de greffons, donc prévoyez entre 7 et 8 heures concernant les FUE, mais sous anesthésie locale, j'insiste, les suites opératoires sont relativement simples, pas de douleur, un petit œdème parfois, mais c'est relativement facile. Je vais répondre à une des premières questions. Francine me demande si, en tant que femme, je peux bénéficier de la même technique chirurgicale que chez les hommes. Bien évidemment, Francine, vous pouvez bénéficier de cette même technique, sauf que chez l'homme, on a classiquement une alopécie, comme je vous l'ai expliqué, androgénétique, qui peut être majorée par le côté psychologique, psychogène, contrainte sociale, contrainte environnementale, pardon. Et donc, chez la femme, c'est plus souvent d'origine psychosomatique. Souvent, on retrouve dans l'historique, quand les femmes viennent nous consulter, maladie, harcèlement moral, harcèlement sur son lieu de travail, zone délicate au niveau du couple. Donc, on a souvent une meilleure indication de PRP plutôt que d'implant. Pour la simple et bonne raison que chez l'homme, je vous rappelle que cette zone restera toujours dense. Cette zone-là, évidemment, se dégarnit. Chez la femme, on n'a pas d'alopécie véritablement androgénétique. On peut avoir parfois des golfes temporaux qui se raréfient. On a parfois la ligne médiane et parfois une raréfaction de la ligne médiane aussi. Donc dans ces cas-là, l'indication d'un plan de cuir chevelu, évidemment, est totalement justifiée. On y associe toujours chez la femme, puisque c'est souvent d'origine psychosomatique, des injections de PRP qui sont à 3 injections à moins d'intervalle. Ce qui est souvent, fréquent chez la femme aussi, c'est avant d'envisager les greffes, techniquement ça pose aucun souci particulier. On a parfois des zones qui se dégarnissent, soit spontanément, soit génétiquement, soit parfois une intervention chirurgicale, que ce soit un lifting, soit même parfois après des séquelles de brûlure. On sait que ces zones de cheveux ne vont jamais repousser, donc ça reste toujours une bonne indication. Donc oui, les femmes peuvent bénéficier bien évidemment, comme l'homme, d'implantation de cuir chevelu avec les mêmes techniques. Ça pose aucun souci particulier. Jean-Pierre me demande combien de séances. Alors, combien de séances? Il y a
plusieurs choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Si Jean-Pierre, que je ne connais pas bien évidemment, à 23 ans commence à se dégarnir, il faut expliquer à Jean-Pierre que on peut évidemment implanter au niveau des golfs, ça pose aucun souci particulier puisque c'est par là que commence l'alopécie. Donc on peut faire une première séance d'implant de 300, 400, 500, 600 greffons, ça pose aucun souci particulier. Mais les greffons qui seront réimplantés là, bien évidemment, ne vont jamais tomber. Bon, Jean-Pierre a 23 ans, 24 ans, 25 ans. Il faut vous expliquer que dans un délai de 5, 10, 15 ans, l'alopécie androgénitique va malheureusement poursuivre inexorablement son évolution. Ces zones-là ne vont pas bouger et ces zones-là vont commencer soit à se dégarnir, soit à s'éclaircir. Donc en fonction du début du traitement, 23-24 ans, il faut expliquer qu'il y aura une première séance et d'envisager dans un délai 5, 10, 15 ans, en fonction de la gène, une deuxième séance. Classiquement, retenez qu'on ne va pas dépasser 3 séances pour plusieurs raisons. La première, c'est que techniquement, que ce soit la bandelette ou le FUE, il faut qu'on puisse refermer en ce qui concerne la bandelette. En ce qui concerne le FUE, il ne faut pas qu'on retire trop de cheveux puisqu'on va se retrouver avec un éclaircissement au niveau de la collerette. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on peut, en général, en fonction de... Si Jean-Pierre commence à perdre ses cheveux à 45-50 ans, la demande n'est jamais la même, puisque la contrainte sociale n'est jamais la même, la gêne psychologique n'est pas la même non plus. Donc on peut être amené à faire qu'une seule séance en fonction de... Je répète, classiquement chez l'homme, 40-45 ans, les consultations se rendent compte que souvent un homme sur deux est gêné par les tempes, alors qu'un homme sur deux est gêné par l'occiput, zone qu'on ne voit pas, sauf pour les photos, sauf pour les caméras de vidéosurveillance maintenant qui nous amènent pas mal de consultations. Loïc me demande si les cheveux implantés tombent-ils aussi et combien de temps après. Alors Loïc, les cheveux qu'on prend derrière ne tomberont jamais. C'est-à-dire que l'organisme pense que les cheveux qu'on a pris là, qu'on a mis là, sont toujours derrière. Donc quoi qu'il arrive, les cheveux prélevés ne vont pas tomber. Mais quand la technique est faite, c'est-à-dire que quand l'intervention s'effectue sous anesthésie locale, vous pouvez vous laver les cheveux entre 3 à 4 jours pour éviter justement les petites croûtes au niveau du site d'injection. Le cheveu va tomber spontanément dans un délai de 3 à 4 semaines. C'est-à-dire qu'on va implanter la racine, le cheveu qui aurait été traumatisé parce que par définition il a été pris même avec des pinces très fines, ce cheveu va tomber. Donc on prévient les gens qu'il va commencer à pousser. Donc les gens sont très contents parce qu'au bout de 10, 15, 20 jours, on sent au niveau du cheveu qu'on a une espèce de petit pic. Mais ce cheveu va tomber. C'est totalement légitime puisqu'il a été traumatisé et réimplanté. Dans un délai de 3 semaines, le cheveu tombe et ensuite on a une nouvelle télogénèse, c'est ce qu'on appelle, qui fait que le cheveu repousse. Donc ça pose aucun souci particulier pour récupérer une longueur en fonction de la longueur désirée, puisque, sachez que je vous le rappelle, le cheveu pousse d'1 centimètre par mois. Donc si vous avez des cheveux longs, il faudra attendre 3, 4, 5, 6 mois avant de récupérer la longueur adéquate. Madame Farge me demande, pour les femmes, peut-on disperser l'implantation des nouveaux cheveux pour augmenter le volume? Alors, Madame Farge, comment expliquer ça? L'implantation des nouveaux cheveux, autant chez l'homme, on a une densité qui est relativement importante au niveau de la couronne, et donc on peut prélever 1 fois, 2 fois, ça pose aucun souci particulier. Par contre, la densification au niveau de la femme, ça reste totalement homogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la même densité se retrouve au niveau de l'occiput qu'au niveau des tempes. Donc techniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de venir dégarnir derrière pour augmenter le volume devant. Ce qui est plus intéressant chez la femme, j'en ai déjà parlé, je réinsiste, c'est de faire du PRP, c'est-à-dire de faire 3 prises de sang, de réinjecter les plaquettes qui sont dans le PRP, plasma riche en plaquettes, ce qui permet d'améliorer considérablement chez la femme, d'améliorer la densification. Donc c'est plus intéressant chez la femme d'effectuer des injections de PRP plutôt que de faire des implantations de cuir chevelu. Alors, Mathilde me demande si le PRP suffit pour les femmes qui ont des golfes légèrement dégarnis. Non. Le PRP ne fera jamais repousser les cheveux. Sinon, pensez-vous, je serais déjà exsangue, parce que je me serais moi-même fait 5 ou 6 injections de PRP. Donc non, le cheveu qui est tombé ne va pas repousser. Le PRP a vraiment d'intérêt. Je donne toujours comme exemple aux gens qui viennent me voir en consultation, c'est comme si vous mettiez de l'engrais sur votre pelouse. C'est-à-dire que ça permet d'augmenter la densification. Ça ne va pas faire repousser les cheveux qui sont
tomber sur les golfes temporaux, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Par contre, chez la femme, bien évidemment, si les golfes commencent à se dégarnir, on peut parfaitement effectuer des implants. Ça pose aucun souci particulier. C'est même très intéressant de faire du FUT, puisque socialement, il n'y a pas de contrainte. C'est toujours compliqué chez la femme de venir raser un petit peu les cheveux derrière la tête. Donc, le FUT est plus intéressant chez la femme que chez l'homme. Le coût de l'intervention est demandé par Loïc et Herminie. Y a-t-il un prix par cheveu? Donc, quel est le coût? Alors, le coût des interventions, c'est très variable. Techniquement, sur le site de la clinique, c'est totalement transparent. Ça représente entre 4 500, 5 000 euros, jusqu'à 7, 8, 9 000 euros, en fonction, bien évidemment, de la zone, du nombre d'implants et de la technique utilisée. On ne donne pas un prix aux cheveux, sachant que le FUE sera toujours plus cher que le FUT, puisque c'est une technique qui est beaucoup plus longue. Je répète et j'insiste sur le fait que quand on parle d'un greffon, un greffon a en général entre 2 et 3 cheveux. C'est-à-dire que si j'implante 600 greffons, vous aurez entre 1200 et 1300 cheveux. C'est-à-dire que chez l'homme, en tout cas, c'est relativement classique, un greffon égale 3 cheveux. Donc le prix, c'est très variable, c'est une réponse de Normand, je suis bien désolé, mais sachez que ça varie entre 4 500 et 7 8 000 euros en fonction de la séance, du nombre de greffons. Bernard, est-ce qu'on rase les cheveux? Alors, Bernard, on rase les cheveux si on effectue la technique FUE, c'est-à-dire qu'on rase la zone où il y a eu, on a le prélèvement. Là où on implante, bien évidemment, on ne rase pas les cheveux, c'est-à-dire que ça nous arrive assez régulièrement dans des zones qui commencent à se clarifier, de densifier la zone. Donc dans ces cas-là, on ne rase pas les cheveux, bien évidemment. On fait des petites incisions pour réimplanter, soit par FUE, ou par FUT, mais il n'y a pas de rasage techniquement. Donc socialement, la FUT donnera moins de gêne, puisque on peut parfaitement remplir par-dessus les cheveux longs, laisser les cheveux en bas, ça pose aucun souci particulier, prendre la bandelette, et une fois que la cicatrice est faite, reposer les cheveux par-dessus. Donc la cicatrice est quasi invisible en FUT. En FUE, dans la mesure où on rase une partie des cheveux, socialement, c'est beaucoup plus gênant. Donc par définition, si la contrainte sociale est une contrainte majeure pour vous, vaut mieux envisager une FUT, sauf que ça dépendra du nombre de greffons, ça dépendra du nombre d'implants à faire. Pour répondre à Bernard. Alors, je n'arrive pas à lire, c'est Arvanly 59. Les cheveux repoussent-ils au niveau de la bandelette prélevée? Non, ça c'est une grande demande, une grande interrogation. Vous avez un carré, un centimètre carré, avec, je vous dis, en général, 200 cheveux par centimètre carré. Donc que ce soit les FUT ou FUE, si évidemment on prend une bandelette, vous aurez une cicatrice à la place. Donc le jour où vous vous raserez la tête, vous verrez cette cicatrice. Si on prend un FUE, on va raser la tête, on va prendre cheveu par cheveu. Donc par définition, les cheveux qui sont prélevés ne peuvent pas repousser puisqu'on prélève le cheveu et sa racine. Mais c'est une demande relativement fréquente. Les gens pensent qu'on peut prendre ad vitam aeternam des cheveux sur la zone prélevée. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est relativement restreint entre 2 et 3 traitements, séances si vous préférez, puisque la bandelette, j'arriverai un moment, j'aurai plus suffisamment de laxité cutanée pour fermer. Et la FUE, si je raréfie ma zone, si ce que j'ai gagné en densification sur les zones temporales, je vais la perdre sur la zone occipitale, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc les cheveux qui sont prélevés ne repousseront jamais. Julien, que pensez-vous des personnes qui font des greffes capillaires à l'étranger? C'est une question qui est récurrente, c'est pas spécifique aux cheveux, hein. C'est pareil pour la rhinoplastie, c'est pareil pour la pexie mammaire, c'est pareil pour les prothèses. On trouve de tout à l'étranger. On n'a pas du tout la même formation, que ce soit en France comme en Europe. On va appeler un chat, hein. La plupart des greffons se font dans l'Afrique du Nord, souvent en Turquie, souvent en Algérie, souvent au Maroc, avec des cliniques qui sont même présentes à l'île Maurice. Il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ne savent pas faire. Je ne vais pas cracher, voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a d'excellents praticiens. La plupart des praticiens à l'étranger sont venus se former en France. Ça pose aucun souci particulier. Vous pouvez tomber sur une excellente clinique avec un excellent chirurgien, une excellente prise en charge. Ça pose aucun souci particulier. Le gros problème de ces centres, c'est qu'on a un suivi qui est totalement inexistant. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, que faire?
La deuxième des choses, et on le voit de façon très fréquente en consultation à la clinique, c'est que comme c'est relativement long, ce qui se passe, alors il y a des chirurgiens qui assument la totalité de l'intervention, je vous ai dit que ça pouvait prendre entre 4, 5 heures, 6, 7, 8 heures parfois, donc c'est long, et pour le patient, et pour l'équipe, puisqu'on est quand même, je vous le rappelle, 4. Le problème de l'étranger, ce qui nous revient assez souvent, c'est que, ce sont 3, 4 chirurgiens qui se relaient toutes les heures. Donc on a des zones d'implantation qui sont totalement différentes et les gens viennent se plaindre en disant « j'ai un cheveu qui est orienté vers l'est, j'ai un cheveu qui est orienté vers l'ouest, j'ai un cheveu qui regarde le sud, donc je ne suis pas très satisfait du résultat. » Alors je ne dis pas que toutes les greffes qui sont faites à l'étranger ne sont pas bien faites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on a quand même de façon assez récurrente un certain nombre de gens qui ne sont pas satisfaits avec une deuxième, voire une troisième intervention qui est déjà programmée. Donc grosso modo, quand vous calculez le coût de l'intervention qui est évidemment beaucoup moindre, le billet d'avion, les allées, le transport et le manque de suivi, on se retrouve classiquement avec le prix d'une intervention qui est faite en France, à Clémenceau par ailleurs, ou ailleurs en France si vous voulez. Mais, donc techniquement, ça pose aucun souci particulier, mais comme pour toute intervention chirurgicale, on a les avantages et les inconvénients de partir à l'étranger. Alors, il y a plusieurs questions, attendez. Alors, ça c'est une excellente question de Jordan. Jordan, qui me pose comme question, si la zone donneuse est limitée, peut-on compléter la greffe capillaire par une micropigmentation? Est-elle intéressante? Alors, classiquement, FU2, FUE, c'est quelque chose qu'on gère avec la personne. C'est-à-dire qu'en fonction d'eux, on a un peu l'habitude, par définition, de se dire, voilà, si on a une petite zone, une fois qu'on a utilisé toutes nos cartouches sur notre petite bandelette, on est coincé, on n'a plus de place. C'est terminé, il n'y a plus de greffon. Donc on ne va pas s'amuser à prendre une bande de peau. En FUE, on a cette laxité de pouvoir prendre, comme on rase une bonne partie de la tête, s'il en manque, bon, on peut toujours en prendre un petit peu, ça ne pose pas de souci particulier, sauf que, ayant l'habitude, on prend suffisamment de greffons. En général, on a souvent même un peu plus de greffons que prévu. Donc, aujourd'hui, ça arrive de façon très rare qu'on soit en manque de greffons. Par contre, la dermopigmentation, ça peut être très intéressant. La dermopigmentation, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à venir faire, vous pouvez le faire même chez vous, avant de faire un tatouage, vous prenez un rotring, vous prenez un stylo, feutre noir, et vous faites des petits pois. C'est ce qu'on fait régulièrement. Moi, ça m'arrive de faire ça très souvent sur les gens qui se rasent la tête, les gens qui sont très d'origine nord-africaine, avec un cuir chevelu qui est très foncé, avec des cheveux qui sont très foncés, avec des cicatrices. C'est-à-dire qu'on a une cicatrice blanche où les cheveux ne poussent pas. Alors, techniquement, aller mettre une quinzaine de greffons, c'est toujours faisable, mais bon, ça a un coût. L'intérêt de la dermopigmentation, c'est que justement, vous faites de façon définitive un tatouage avec des petits points noirs qui vous cachent complètement cette cicatrice. Donc la dermopigmentation, ça a un intérêt, bien sûr, mais en général, c'est plutôt en complément ou quand on a une zone qui est relativement peu dense ou quand on se rase la tête. Je pense que c'est plus intéressant pour les gens qui se rasent la tête, qui ne veulent pas voir cette zone qui commence à être alopécique. Donc ça peut être intéressant de faire soit du gris, soit du foncé, parce que la dermopigmentation, ou en tout cas n'a pas beaucoup d'intérêt chez les gens qui sont châtains, qui sont blancs. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors, le prix des injections de PRP, c'est Lou qui me demande ça. Aujourd'hui, on est entre 4 et 600 € par injection. Donc, en général, il faut 3 injections de PRP. Je répète, vous venez, ça prend une demi-heure. Vous descendez au bloc opératoire, tout ça se fait dans une zone totalement stérile. On ne fera jamais ça en cabinet. Donc, au bloc opératoire, habillé, vous venez, une infirmière vous fait votre prise de sang. On centrifuge dans un appareil durant 8 minutes à 3000 tours minute. Au bout de ces 8 minutes, on se retrouve sur un flacon de 20 cc avec, en général, pour les bons donneurs, 12 cc, pour les moins bons donneurs, 8 cc, de liquide jaunâtre, qui est du liquide lymphatique. Et dans ce liquide lymphatique se trouvent les concentrés plaquettaires. C'est ça qu'on injecte en faisant de la mésothérapie. Donc, si vous avez 10 cc de liquide lymphatique, on va réinjecter une centaine de petites piqûres de 1 ml sur la zone qui vous gêne, qui vous dérange. On se laisse un mois d'intervalle, on fait une deuxième injection selon le même procédé, un mois d'intervalle, on fait une troisième injection selon le même procédé. Donc on est entre 4 et 600 € en fonction du nombre d'injections. Loïc me demande, au niveau des douleurs, si ça fait mal et s'il faut arrêter de travailler quelques jours. Alors Loïc, pour répondre à votre question, ça ne fait pas mal du tout. Ça se fait sous anesthésie locale. On profite de l'intervention chirurgicale quand on fait les zones de réimplantation pour mettre des corticoïdes pour éviter. On peut avoir parfois un petit œdème au niveau du front. Donc les corticoïdes qui sont mis en paire opératoire, c'est quelque chose qu'on gère. Ça pose aucun souci particulier. Donc c'est pas douloureux.
Il arrive parfois, quand on a des interventions qui durent 7, 8 heures, que ça commence à se réveiller au niveau du site de réinjection. Donc dans ces cas-là, on fait une petite anesthésie locale, donc ça ne pose pas de souci particulier, c'est indolore. Vous aurez à la sortie de la clinique des traitements à base dentalgique pour éviter justement ce genre de désagréments. Faut-il s'arrêter de travailler quelques jours? Non, parce que classiquement, on essaye de faire ce type d'intervention le jeudi, le vendredi, parfois le samedi. Ce qui vous laisse 24-48 heures, le temps de récupérer au niveau des cheveux et machin, et de reprendre le boulot si vous le souhaitez le lundi ou le mardi. Alors, je rappelle, les futés, c'est quasiment invisible parce que les cheveux, on peut les recacher derrière la cicatrice. Par contre, les fueux, on va vous raser les cheveux. Sachez aussi que les réimplantations, quand on va réimplanter cheveu par cheveu, vous aurez toujours une petite croûte rougeâtre sur les zones qui vont être réimplantées, qu'on peut cacher facilement avec un chapeau, avec une casquette. On a quelques stars dont je tairai le nom, qui ont fait des implants de cuir chevelu et qu'on a vu même à l'intérieur avec une casquette et qu'on a découvert de nouveaux chevelus à l'issue de ces interventions. Donc bon, ça ne nécessite pas d'arrêt de travail. Alors le taux de greffons qui ne prennent pas, tout est relatif. On a en général entre 5 et 7 à 8% de greffons en fonction des suivis. C'est pour ça qu'on demande aux gens de venir nous revoir assez rapidement, 24-48 heures. Parce qu'en fait, le gros écueil de la technique, que ce soit futé et FUE, c'est que pour réimplanter les cheveux, on fait une petite fente qui saigne, on réimplante ce cheveu, et on demande systématiquement aux gens de bien se nettoyer, de bien se laver les cheveux, puisque si l'opercule de sang qui aura coagulé fait une petite croûte, le cheveu n'aura pas la possibilité de tomber, ça va créer une micro-infection, et donc cette prise de greffon ne se fera pas. Donc toutes les personnes qui passent à la clinique sont vues dans un délai de... Puisqu'on fait en général des interventions le vendredi, on voit les gens le lundi, le mardi pour vérifier que tout aille bien. On les revoit à 3 semaines parce qu'on leur explique que les cheveux vont tomber. On les revoit à 3-6 mois pour leur expliquer. Voilà. Cécile, je pense que ce sera une des dernières questions, me demande quand le résultat est-il définitif? Ben, Cécile, le résultat est définitif en fonction de la demande que vous avez. Je répète, si on commence à 24-25 ans, si vous voulez avoir une chevelure de Brad Pitt, il va falloir faire 2 séances. Donc il faut se laisser en général entre la première injection et la première séance et la deuxième séance, il faut se laisser 3 à 6 mois. Une fois que les cheveux ont poussé, en fonction de la quantité, si vous avez des cheveux d'un centimètre de long, entre 2 et 3 mois, vous aurez un résultat qui sera définitif. Si vous avez les cheveux qui sont plus longs, par définition, il va falloir attendre que la repousse se fasse. J'ai répondu, je pense, à un certain nombre de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur le site de la clinique, sur mon site, ça pose aucun souci particulier. Nous sommes toujours présents pour répondre à vos interrogations. Je voulais simplement vous dire que j'ai une dernière dépêche de l'AFP qui nous dit que le prochain live aura lieu le 21 janvier 2021 à 20h30. Ce sera fait par le docteur Dumortier, Renaud. Le thème de ce prochain live sera la lipoaspiration versus cryolipolyse. Sujet très intéressant. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi. Je réitère mes vœux de santé, de bonheur et surtout de vie sans masque pour l'année 2021. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.